Au Tchad, l'ancien rebelle Toubou Hissène Habré devient Premier ministre d'un gouvernement d'union nationale. Prague, début des championnats d'Europe d'athlétisme. La délégation ouest-allemande refuse de participer à la cérémonie d'ouverture. Été chaud pour les prix, l'indice flambe de nouveau, plus 1,2% en juillet. Le chômage, la rentrée sociale, les relations avec les autres syndicats. Invité du journal, Georges Segui. Messieurs, bonsoir. Hissène Habré, Premier ministre du Tchad. J'avoue qu'à première vue, l'information est un peu surprenante pour qui se souvient de l'ancien chef des rebelles Toubou. Ce petit homme à lunettes qui narguait le monde et transportait dans le désert les millions qu'il avait réclamés comme condition à la libération de Mme Claustre. Eh bien, c'est pourtant cet homme-là que le président Maloum a choisi comme bras droit, cet homme-là qu'il n'avait jamais cessé de combattre jusqu'alors. Le choix d'Hissène Habré, l'ancien chef des rebelles Toubou, celui qui avait séquestré Françoise Claustre pendant presque 3 ans, est le premier résultat de la charte fondamentale signée aujourd'hui même à N'Djamena. Cette charte, qui crée un gouvernement d'union nationale, a pour but de mettre fin à la guerre civile qui déchire le Tchad depuis plus de 10 ans maintenant. Depuis quelques jours, on murmurait à N'Djamena que Hissène Habré pouvait devenir le nouveau Premier ministre de ce gouvernement d'union nationale, mais la décision surprend par son audace. Certes, Hissène Habré est sans conteste le meilleur interlocuteur possible avec le Frolina et les tribus Toubou soutenues par la Libye. Son prestige reste entier auprès des rebelles et en apportant sa caution à cette tentative de réconciliation nationale, il en augmente sensiblement les chances de réussite. Une interrogation de taille pourtant, est-ce que les ennemis d'hier, Hissène Habré et Félix Maloum, qui restent président du Tchad, pourront cohabiter et collaborer? L'avenir du pays dépend maintenant de la réconciliation durable entre les deux hommes. Cette réunification politique du Tchad était vivement encouragée par la France. Il y a quelques jours, Valéry Giscard d'Estaing avait rencontré à Bangui, c'est-à-dire dans l'Empire centrafricain, le général Maloum ainsi que plusieurs chefs d'État africains. Le pape Jean-Paul Ier n'a pas fini de nous étonner. Après avoir renoncé à la tiare, le voici qui refuse la traditionnelle chaise à porteur, la sedia gestatoria, utilisée par ses prédécesseurs, pour la cérémonie d'ouverture de son pontificat dimanche. Cérémonie considérablement simplifiée, une simple intronisation et non plus un couronnement solennel. En supprimant ce couronnement, le nouveau pape a rompu avec une tradition qui remontait à 9 siècles. Les racines de cette simplicité, eh bien, il faut les rechercher dans l'enfance de l'ex-cardinal Luciani, dans sa lente ascension sociale, dans son humilité. Et ce soir, pour Antenne 2, ses proches, sa famille parlent de lui. Le cardinal Albino Luciani, patriarche de Venise, est sorti par cette porte à 6 heures du matin pour se rendre au conclave de Rome, sans se douter que quelques jours plus tard, il deviendrait le pape Jean-Paul Ier. Le destin d'Albino Luciani a commencé ici, il y a 65 ans, à Canale d'Agardo, un petit village perché à 1000 mètres d'altitude, à quelques 130 km de Venise, près de la frontière autrichienne. Canale d'Agardo est devenu un lieu de pèlerinage ou de tourisme le lendemain même de l'élection de Jean-Paul Ier. Des milliers de personnes veulent voir la maison natale du pape où habite encore son frère, Eduardo. Le pape est à Rome, mais voir et toucher son frère, c'est un peu comme si on voyait, comme si on touchait Jean-Paul Ier. Il a béni tous les mariages de mes fils, sont 4 mariés. Il a baptisé tous mes fils et aussi les neveux. Et il ne manquait jamais de m'envoyer une carte postale lorsqu'il voyageait, non soit en Allemagne, au Brésil, en Égypte, en Afrique, au Burundi, il a été. Et toujours il envoyait quelques. Et lorsqu'il venait, portait toujours au neveu ou une médaille, ou le chocolat, la chocolat, ou quelques. Ah, les timbres poste du Vatican. Sa personnalité, comment est-il? Il se présente doux, affable et toujours souriant. Mais dans les questions vraiment importantes, il est d'une solidité exceptionnelle. Je l'appelais Diamante. Diamant, oui. Il est solide comme un diamant. Il est solide comme... Dans les questions fondamentales, il est comme le diamant. Le curé de Canale d'Agardo est débordé. C'est un ami d'enfance du pape Jean-Paul Ier.
Quand il était enfant, il allait dans les montagnes avec une faux sur l'épaule et il travaillait là-haut toute la journée. Dès qu'il avait un peu de temps libre, il lisait des livres. Il partait sur la montagne avec un panier de maigres provisions. Son père avait émigré en Westphalie pour travailler dans les hauts fourneaux. Oui, c'était une vie de gens pauvres. Le 15 décembre 1969, il y a 9 ans, le pape Paul VI nomme le cardinal Luciani patriarche de Venise. C'est dans cette petite chapelle que le cardinal Luciani célébrait la messe tous les matins. Le bureau du patriarche de Venise, le cardinal Luciani n'a rien voulu changer et le bureau est resté exactement comme il était lorsqu'il travaillait son prédécesseur, le cardinal Roncalli, qui devait devenir plus tard Jean XXIII. La salle d'audience des patriarches de Venise, le cardinal Luciani ne l'a jamais utilisée, par modestie, par humilité. Il ne voulait pas recevoir les personnalités de Venise dans ce décor trop solennel et majestueux. Lorsqu'il passait parmi les Calle, les rues de Venise qui s'appellent Calle, il allait vêtu en simple prêtre. Il ne voulait jamais les signes qu'il représentait comme le patriarche. Mais ce sera un pape libéral ou autoritaire? Dans la doctrine, il restera toujours très ferme. Dans la doctrine, très ouvert dans les expériences sociales ou religieuses ou liturgiques, mais dans la doctrine, il sera très ferme toujours. En l'espace de 70 ans, Venise a déjà donné 3 papes à l'Église, Pie X, Jean XXIII et Jean-Paul Ier. Les Vénitiens sont persuadés que Jean-Paul Ier sera un pape aussi grand que le fut Jean XXIII. Cérémonie d'intronisation du pape donc dimanche prochain 18h, une cérémonie retransmise intégralement par Antenne 2. En France, un mauvais indice de rentrée, les prix de juillet ont fortement augmenté, plus 1,2%, une hausse qui s'explique en partie par le relèvement de certains tarifs publics comme le charbon, l'essence, la RATP et par celui des loyers. C'est ce qui fait dire au ministre de l'économie que l'indice n'est pas bon mais pas catastrophique. On peut dire que s'il n'y avait pas eu des contraintes exceptionnelles, nous aurions eu environ un indice de l'ordre de 0,7%, ce qui est beaucoup plus compatible avec la politique que nous menons actuellement. Ce que je crois, c'est que maintenant, à partir d'août, nous aurons des indices qui seront plus près de la réalité que je cherche à atteindre avec le Premier ministre, et je crois que nous connaîtrons une période un peu plus faste en ce qui concerne l'inflation. Monsieur le ministre, la libération des prix industriels est-elle intervenue dans la hausse de cet indice? Oh, assez peu. Assez peu, car je n'ai pas encore tout à fait le détail de tous les éléments, mais je crois que c'est surtout les décisions un peu extraordinaires que nous avions prises, à la fois pour des rattrapages de tarifs publics, pour les taxes, comme je vous l'ai dit, qui ont beaucoup pesé, mais beaucoup plus que les prix industriels. René Monory qui sortait ce matin d'un long entretien avec le président de la République. Officiellement, dans cette conversation, il n'a pas été question du prix de l'essence, mais il semble à peu près certain qu'il ne baissera pas, contrairement à ce qu'on nous avait laissé un moment espérer. Deuxième gros dossier sur le bureau des gouvernants, le chômage. Toute la journée, le Parti communiste a voulu sensibiliser l'opinion au licenciement dans les entreprises. Il avait réuni près de 2500 ouvriers d'entreprises en difficulté sous un chapiteau dressé à la porte de Pantin à Paris. Georges Marchais, qui a pris la parole à cette occasion, dans une atmosphère assez grave, a même essayé plus tard dans la journée de rencontrer le Premier ministre, qui lui avait fixé un rendez-vous avec son ministre du Travail. Apporter un témoignage, telle était la raison du déplacement des travailleurs rassemblés à l'appel des dirigeants et des élus communistes ce matin. Sous le chapiteau, les employés des usines Boussac, Saint-Sileur, Terrain notamment, ont entendu le secrétaire général du PC présenter un plan contre le chômage. Un discours qui s'adressait à des travailleurs menacés dans leur emploi, certes, mais aussi aux socialistes. Dans les luttes que vous menez aujourd'hui, vous êtes unis et vous savez bien pour quels objectifs vous avez réalisé votre union. Eh bien, c'est cela, l'union à la base. C'est l'union pour dire non au licenciement, l'union pour dire non au chômage, pour dire non à l'austérité, pour dire non
à l'autoritarisme des patrons, pour dire non à ceux qui transforment nos régions en désert et qui bradent l'intérêt de notre pays. Ce n'est pas, vous le voyez, l'union pour bavarder dans le brouillard, l'union réalisée en masquant les intentions réelles, c'est l'union pour des objectifs précis et bien délimités et contre des adversaires avec lesquels on ne s'accommode pas. Suite concrète à Matignon de ce rassemblement. Georges Marchais ne verra pas M. Barre, mais demandera la convocation de l'Assemblée dès septembre sur l'emploi. Nous avons des propositions à faire. Par conséquent, nous pensons que le Premier ministre aurait été bien inspiré de nous écouter. Cela étant dit, puisque le ministre du Travail accepte de nous recevoir le 8 septembre, la délégation qui a été élue ce matin par l'Assemblée des représentants des entreprises se rendra auprès de M. Boulin pour exposer, je répète, les solutions qui sont les nôtres. Georges Marchais verra donc Robert Boulin le 8 septembre. Il a par ailleurs demandé la convocation d'une session extraordinaire du Parlement pour parler de ce dossier. Avec nous, Georges Segui, vous êtes le dernier de nos invités pour évoquer ce panorama social à la veille de la rentrée. Le premier d'entre eux, Edmond Maire, vous avez reproché la semaine dernière d'attendre que le Parti communiste ait défini une ligne pour vous y adapter. Or, vous choisissez pour faire votre rentrée le jour précisément où le Parti communiste organise un grand rassemblement pour l'emploi. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu donner raison à la CFDT? Ma rentrée, je ne vois pas à quoi elle se rattache. Si c'est mon passage à cette émission d'Antenne 2, elle s'inscrit dans le cadre des émissions consacrées aux dirigeants des organisations syndicales. Il se trouve que nous avons d'un commun accord fixé le 29 août. Si le 29 août est une coïncidence avec l'initiative du Parti communiste, vous avez aussi votre part de responsabilité. Alors est-ce qu'on sent un petit peu que vos relations sont assez tendues avec la CFDT en ce moment? Vous pensez que l'unité d'action est compromise? Il y a toujours des discussions entre la CGT et la CFDT. Il y en a eu ces derniers temps compte tenu de cette agressivité à laquelle nous ne nous attendions pas de la part du secrétaire général de la CFDT, mais lorsque j'aurai l'occasion de le rencontrer, je lui dirai d'une façon plus approfondie ce que j'en pense. Et qu'en tout cas, il ne faudra pas attendre le prochain congrès du Parti communiste français pour savoir ce que pense et ce que va faire la CGT. La CGT prépare son 40e congrès, elle a publié son document d'orientation, elle n'attend d'aucune tutelle politique le soin de fixer ce qu'elle juge nécessaire et conforme à l'intérêt des travailleurs. Elle est une organisation indépendante et libre, elle entend continuer à le rester. L'économie française a beaucoup changé cet été. Alors, est-ce que la CGT va changer en conséquence? En un mot, est-ce que vous restez toujours partisan d'une forte croissance? Croyez-vous toujours possible le plein emploi? Ou bien la CGT va-t-elle rechercher un nouveau type de développement? Cette question de l'emploi, il est difficile de la séparer de la question du pouvoir d'achat des salaires. Tout s'enchaîne en définitive. Le pouvoir d'achat diminue avec la hausse des prix et l'inflation. Quand le pouvoir d'achat diminue, on consomme moins. Quand on consomme moins, la production baisse. Et quand la production baisse, il y a moins d'emplois, donc le chômage augmente. Et aujourd'hui, nous en sommes, selon les normes du BIT, à 1 487 000 chômeurs. Si l'on tient compte de l'arrivée sur le marché du travail de 700 000 jeunes et de la nouvelle vague de licenciements et de fermetures d'entreprises à laquelle nous assistons et que on nous a annoncé, on risque fort d'atteindre d'ici la fin de l'année quelques 2 millions de chômeurs en France. C'est donc une situation grave. Je dirais même que c'est une situation catastrophique. Et dans ce contexte, ce sont les jeunes et les femmes qui payent le plus lourd tribut à cette politique, à ce cycle infernal si désastreux pour l'économie nationale. Alors, je me permets de petite information. J'ai écrit au Premier ministre le 9 août pour lui parler de ce problème des chômeurs en relation avec les questions de la fiscalité, des impôts. Il ne m'a pas encore répondu.
Ce qui prouve que l'ouverture sociale ne va pas jusqu'à la correction, ne serait-ce que pour répondre à la correspondance qu'adresse le gouvernement les représentants des organisations syndicales les plus représentatives. En tous les cas, la CGT est la plus représentative. Alors je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte ce soir avec cette émission en direct sur Antenne 2 pour passer par-dessus les voies hiérarchiques habituelles et m'adresser directement au Premier ministre pour lui dire que la gravité de la situation de l'emploi justifie que nous prenions des mesures d'urgence. Et à cet effet, nous proposons d'organiser dès la semaine prochaine une table ronde réunissant les représentants du gouvernement, du patronat et des syndicats pour débattre de ce grave problème social. Ce sera un sommet sur l'emploi. Chacun pourrait y exposer ses solutions et ses propositions. Pour notre part, nous en ferons plusieurs, très précises, en ce qui concerne non seulement l'indemnisation du chômage dont on discutera bientôt avec les patrons, mais aussi en ce qui concerne la durée du travail, le travail posté, l'âge de la retraite, les congés, les contrats de formation des jeunes, la formation professionnelle et les mesures à prendre pour sauvegarder les entreprises menacées de fermeture. Nous pensons qu'il n'y a pas de temps à perdre. Si cette table ronde peut être réunie, nous proposons que les positions et propositions des uns et des autres soient largement apportées à la connaissance de l'opinion publique afin que chacun puisse juger objectivement par la voie de la radio, de la télévision, de la presse. Et finalement, cette proposition s'inspire de l'idée constructive qu'il faut en finir avec cette controverse par déclaration, discours, communiqué et placer au-dessus de toute autre considération, en particulier de la sacro-sainte rentabilité du capital, l'intérêt national, l'avenir de notre jeunesse. Alors, j'ai fait une proposition publique au Premier ministre. J'attendrai au siège de la CGT de connaître sa réponse, mais il est clair que si la semaine prochaine, à l'occasion du rassemblement des travailleurs de la région parisienne que nous organisons, cette réponse est négative, ou s'il n'y a pas de réponse du tout comme à l'habitude, nous prendrons des dispositions en conséquence au niveau de l'action. Alors Georges Segui, pour ne pas appartenir à cette France des Foxarates que stigmatisait le Premier ministre, qu'est-ce que vous proposez concrètement, notamment en matière de réduction d'horaire? Est-ce que vous pensez que la réduction d'horaire est un bon moyen pour lutter contre le chômage? C'est un des moyens, ce n'est pas le seul. Il y a aussi les questions du travail posté qui sont de plus en plus insupportables. Et lorsque l'on parle de la qualité de la vie, il ne faut pas en parler d'une manière dogmatique et formelle, mais il faut en parler d'une manière concrète par rapport à la vie qui est imposée à des centaines de milliers de travailleurs salariés privés de week-end, privés de vie de famille, qui travaillent dans des conditions 7 jours consécutifs par semaine, quasiment insupportables. Alors tout cela entre en considération et il faut imposer aux employeurs un certain nombre de dispositions que jusqu'alors ils se refusent à mettre en œuvre, toujours au nom de ce que j'ai dit, la sacro-sainte rentabilité du capital. Puisque nous parlons de négociations, vous étiez assez sceptique au départ sur l'ouverture des négociations avec le patronat. Or, vous avez quand même signé une quinzaine d'accords. Est-ce que ça veut dire que vous avez changé en cours de route? Nous avons signé beaucoup plus d'accords que cela, mais avec le CNPF, très peu. Nous en avons juste signé un à l'échelle nationale avec le CNPF. Oui, nous n'avons pas signé avec le gouvernement dans la fonction publique sur le problème des salaires, car les conditions qu'il a prétendu imposer, que malheureusement certaines organisations syndicales minoritaires ont acceptées, consacrent une réduction du pouvoir d'achat des salaires des travailleurs de la fonction publique et du secteur nationalisé. Mais dans de nombreuses entreprises privées, nous avons signé de très nombreux accords, et ce qui d'ailleurs est démonstratif du fait que la pression des travailleurs, leur action, leur unité, peut parvenir à imposer des concessions au patronat. Merci Georges Segui d'avoir été notre invité ce soir. Mais je crois que vous devriez m'interroger sur Chrysler. On avait 5 minutes, si vous voulez, très rapidement, qu'est-ce que vous pensez de l'accord effectivement Peugeot-Chrysler? Nous sommes très inquiets de cet accord. D'abord parce qu'il permet d'introduire sur le marché européen une des grandes firmes d'automobile américaines, au risque d'avoir des conséquences très sérieuses pour la régie nationale Renault et pour l'emploi des travailleurs de l'automobile. Voilà pourquoi nous estimons qu'il faut qu'il y ait une concertation et une réponse syndicale à l'échelle européenne de ce qui est en cours d'élaboration. Réponse qui va venir. Et ensuite, oui, bien sûr. Et ensuite, nous pensons que la solution la plus radicale à ce problème de l'automobile, c'est la nationalisation intégrale de ce secteur de l'industrie. Mais en attendant,
nous pensons que le gouvernement devrait accorder une priorité à la régie nationale Renault, qui fournit, elle, des profits, des bénéfices dont le gouvernement s'accapare pour subventionner le groupe Citroën-Peugeot, et que des relations de coopération devraient permettre à notre industrie automobile, sans ingérence étrangère, de pouvoir tenir sa place sur le marché européen et mondial. Merci, tout à fait. J'ajoute, puisque nous parlons conflit, que les cadres CGC demandent l'arbitrage de Raymond Barre pour les propositions de rachat partiel du groupe Terrain, rachat par Gilbert Fournier, PDG des ateliers et chantiers du Havre. Quant à l'intersyndicale CGT-CFDT des usines Boussac des Vosges, elle a lancé un mot d'ordre de grève pour demain. J'ajoute aussi que la grève des contrôleurs aériens tourne à l'aigre. Le trafic avec l'Europe du Sud subit de très sérieuses perturbations. 45 vols annulés hier. Il y a même eu une petite polémique entre Air France et les aiguilleurs du ciel. Les aiguilleurs qui avaient dit qu'une collision avait été évitée de justesse entre deux caravelles par la faute de l'un des appareils qui volait à vue. C'est faux, dit la compagnie nationale. Aucun pilote ne nous a parlé de ça. En politique, la mort d'André Colin, le président du conseil régional de Bretagne, sénateur centriste du Finistère, il avait 68 ans. Le coup de colère d'Alain Perfit contre les critiques adressées au Conseil constitutionnel. Ses décisions, dit-il, ont été beaucoup plus favorables à l'opposition qu'à la majorité. Et nous revoilà donc à l'étranger pour un point de la situation en Iran. L'Iran qui aujourd'hui accueillait Yue Guofeng, le numéro 1 chinois, et se penchait surtout sur les concessions du nouveau gouvernement de M. Sharif Hamami. Constitution jugée insuffisante, disent les partis d'opposition, qui restent plus que sceptiques devant les nouvelles tentatives de libéralisation du régime. Philippe Gassot a vécu aux côtés de la plus critique de ces oppositions, l'opposition des religieux. Vu de l'intérieur d'une mosquée de Téhéran, la nomination du nouveau Premier ministre qui devait apaiser les religieux ne semble pas obtenir l'effet escompté. Dans les mosquées placées sous la surveillance de la police, l'affluence est en ce moment considérable. De nombreux mécontents ont choisi, peut-être faute d'alternative, la religion comme véhicule de la contestation. Les lieux de culte, derniers endroits où l'on peut parler politique, sont littéralement bondés. Il est bien difficile de reconnaître, s'ils existent, les fanatiques islamiques de ceux qui souhaitent le changement. Une grande partie de la population vient prier, mais surtout entendre les sermons politiques de leurs ayatollahs, nom qui signifie élus de Dieu. La religion et la politique sont ici indissociablement mêlées. Les ayatollahs sont désignés par les fidèles, et les fidèles ne nomment que des prédicateurs qui ont les mêmes idées, les mêmes opinions qu'eux. La mosquée, c'est aussi l'endroit où l'on s'informe et où l'on enregistre les sermons sur bande magnétique qui sont transmis à travers ce pays. Les nouvelles vont vite. La nomination du Premier ministre occupe la plus grande place dans les allocutions. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous sauver les gens de la misère, des conditions dans lesquelles ils vivent? Pouvez-vous faire cela et prouver aux gens que vous pouvez leur apporter une meilleure existence? Ce que j'ai dit concernant le Premier ministre, c'est cela. Vous qui avez accepté d'être Premier ministre, pouvez-vous assurer cette charge? Ne craignez-vous pas tant de responsabilités? Aurez-vous l'autorité de ne pas laisser faire ceux qui n'ont pas de responsabilité au sein du gouvernement, mais qui interfèrent dans la politique? Pourrez-vous arrêter cela? Il fait allusion aux pays étrangers. Pourrez-vous stopper les insultes et les persécutions contre les représentants de la religion? Pourrez-vous faire cela ou allez-vous continuer, comme vos prédécesseurs, à prendre vos ordres au plus haut et à dire comme eux, oui sire, oui sire? Après le sermon, il y a eu à nouveau des accrochages dans les rues avec la police, les deuxièmes en 2 jours à Téhéran. Il faut s'attendre à d'autres manifestations dans le pays où 93% de la population est fidèle à la religion qui enseigne que tout pouvoir temporel est un pouvoir usurpé. Pour en finir avec l'actualité à l'étranger, sachez qu'une centaine de militaires ont été arrêtés au Nicaragua pour complot contre le gouvernement du président Somoza. D'ailleurs, de violents combats se déroulent en ce moment même à une 50aine de kilomètres de la capitale, Managua.
Charles Boyer s'était bien suicidé par amour, désespéré par la mort de sa compagne, l'actrice Patti Peterson. Il a choisi l'absorption massive d'un barbiturique 48 heures après. On avait tout d'abord cru à une crise cardiaque. Antenne 2 rendra hommage à Charles Boyer en diffusant vendredi dans le ciné-club Mayerling avec Daniel Darieux. En football, coup dur pour l'équipe de France qui affrontera la Suède dans 3 jours. Elle n'aura pas dans ses rangs Marius Trésor. Le libéro marseillais a renoncé à sa sélection pour cause d'intense fatigue. En tennis, début aux États-Unis du tournoi Open, non plus à Forest Hill, mais dans ce nouveau temple de la raquette qui est Flushing Meadows, c'est le nouveau centre du tennis américain. Il faudra vous y habituer. Et puis, ouverture également à Prague des 12e championnats d'Europe d'athlétisme. Et dès le premier jour, premier incident politique, avec l'absence dans le défilé de l'Allemagne de l'Ouest. On lui refusait l'appellation d'Allemagne, une appellation toujours admise jusqu'ici dans les manifestations sportives. Je dis premier, car avant même l'ouverture de ces Jeux, de nombreux athlètes s'étaient déclarés hostiles au choix de Prague. Sans aller jusqu'à boycotter la cérémonie d'ouverture, des athlètes britanniques, scandinaves, néerlandais et même français ont fait savoir qu'ils trouvaient inopportun et même choquant le choix de Prague pour théâtre d'une manifestation de portée internationale qui coïncidait avec l'anniversaire, le 10e anniversaire de l'entrée en Tchécoslovaquie des troupes du pacte de Varsovie. Et le fait est que les dirigeants tchécoslovaques ont saisi cette occasion devant toutes les caméras d'Europe pour faire de l'événement une fête grandiose sous le slogan « Pour la paix et l'amitié entre les nations grâce au sport ». Et pour que la fête soit complète, voyez-vous, eh bien, les dirigeants de Prague ont même sorti des oubliettes un certain Emil Zatopek, dont on se souvient qu'il avait été envoyé comme terrassier en race campagne au moment de l'épuration en 68 pour avoir montré un peu trop de sympathie, somme toute, avec le fameux printemps de Prague. Il est vrai que depuis, Emil Zatopek a fait son autocritique, c'était en 71, et qu'il a été réhabilité, je vous le rappelle, l'an passé. Il ne fallait pas l'oublier. Alors du coup, on l'a bombardé public relations de ces championnats d'Europe d'athlétisme, sans doute parce que les dirigeants de son pays, auxquels la récupération politique, semble-t-il, ne pose pas beaucoup de problèmes de conscience, se sont souvenus que ce citoyen tchécoslovaque, pas tout à fait comme les autres, était resté très populaire à l'Ouest. Et tout cela pose un problème qui est beaucoup plus grave, c'est celui de l'ouverture des Jeux Olympiques qui sont toujours prévus à Moscou en 1980 et qui sont de plus en plus contestés dans les nations occidentales. Surtout. Oui, des voix très nombreuses d'ailleurs maintenant se font entendre pour demander le boycott officiel parce que d'abord je vous rappelle qu'il s'agit du président Carter qui s'était opposé à livrer des ordinateurs américains aux soviétiques qui les voulaient pour les Jeux de Moscou. Il y a aussi des prises de position officielles de sénateurs américains dans le même sens. La semaine dernière, c'est le secrétaire britannique au Foreign Office, M. Owen, qui a pris position contre les Jeux de Moscou. Et enfin hier, c'est le Premier ministre israélien, M. Begin, qui lui aussi s'est montré hostile à ces Jeux. Alors, jusqu'à présent, vous remarquez que les prises de position en faveur du boycott émanaient surtout de groupes intellectuels organisés pour la circonstance. Et bien cette fois, ce sont des hommes politiques qui ont pignon sur rue. Vous saisissez la nuance. En tout cas, il y a dans l'escalade une nuance qu'il est intéressant de prendre en considération. Voilà, nous terminerons par la météo. Aujourd'hui, un temps bien ensoleillé sur la France avec seuls quelques orages isolés sur les Pyrénées. Pour demain, eh bien, quelques nuages des Flandres aux Ardennes, risque d'orages isolés sur les Pyrénées et au sud des Alpes. Partout ailleurs, persistance du beau temps. Température en hausse sur le nord du pays. Vous allez découvrir donc la carte de demain dans quelques secondes en principe. La voici. Avec ces risques d'orage, vous le voyez en montagne et le soleil sur le reste du pays. Vers 23h30, c'est-à-dire après les dossiers de l'écran, le dernier journal que vous présenterez Hervé Claude. Ainsi s'achève l'actualité de ce 29 août 78. Je vous remercie de l'avoir suivi avec nous et je vous souhaite une excellente fin de soirée. À demain.